Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau rendez-vous de la ligne 1000. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet phare de 2026, la facture électronique, comment bien se préparer. On a Vincent Audely, directeur de projet qui va animer ce webinaire aujourd'hui. Et je rappelle à tous les participants que le webinaire est enregistré et qu'il sera disponible sur notre chaîne YouTube Apogea dans l'après-midi. Et on réservera une petite session de questions-réponses à la fin du webinaire. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et je laisse la parole à Vincent. Merci Jessica, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Donc aujourd'hui, l'idée est de parler de la facturation électronique, de comment se préparer sur Sage et de rappeler un peu les fondamentaux des éléments au vu de la facturation électronique et comment nous sommes-nous armés dans Sage là-dessus et des évolutions à venir sur le sujet. Donc pour aujourd'hui, on a prévu le programme suivant. Donc on va faire un rappel quand même sur les objectifs, les termes, et cetera, même si je pense que la plupart d'entre vous sont au courant, mais je vais quand même faire un petit tour d'horizon sur la facturation électronique. On va parler après calendrier, le calendrier de la facturation électronique qui doit lui aussi être, connu normalement de la plupart d'entre vous, mais aussi, le calendrier et la roadmap de Sage, dans ce cadre-là. On va parler rapidement, de l'équipe, dédiée d'Apogea. Je vais vous en parler parce que ça peut être, intéressant notamment. On a un certain nombre d'outils qu'on a mis en place qui peuvent vous aider à prendre des décisions, si vous n'êtes pas encore complètement arrêté sur, les solutions, mais qu'il vous faut pour pouvoir me répondre à cette contrainte. On va faire donc un macro planning, sur les éléments et on va s'orienter après sur les étapes dans Sage. Donc là, on va parler de plusieurs choses, je mets du master data, des flux, et de pas mal d'informations, enfin tous les éléments qu'on a à notre disposition dans Sage à date, par rapport à la facturation électronique. Et je vais vous créer en annexe, je vous ai mis pas mal de petites docs sur la facturation électronique, sur, les cas d'usage. Donc je vais pas tous les descendre, mais l'idée c'est, de vous donner de l'information, parce que vous pouvez récupérer la présentation au besoin. Enfin, on fera un petit focus sur les prochaines web démos, enfin les démos passées, les prochaines web démos. Et comme l'a dit Jessica, on fera une petite séance de questions-réponses en fin de séance. Donc, n'hésitez pas à bien noter vos questions si vous en avez. Et si vous avez des questions après coup, bien entendu, vous pourrez toujours nous contacter, soit par votre ingénieur commercial, soit par rapport à votre directeur de projet ou toute personne intervenante chez vous au sein de l'équipe d'Apogea. Je vous propose de commencer. Donc, on va parler un petit rappel sur la facturation électronique, sur les grands principes et sur les flux, hein. Donc, facturation électronique, donc c'est une des plus grosses réformes, depuis plus de 80 ans selon l'ordre, des experts comptables. Hem, Cette réforme, elle vise en France à quoi? À généraliser l'usage de la facturation dématérialisée au sein, des différentes entreprises assujetties à la TVA. Donc ça, c'est un point important, hein. On parle vraiment de toutes les sociétés qui sont impactées par la TVA. Donc les entreprises donc, devront dématérialiser leur processus de facturation via ce qu'on appelle des plateformes agréées, ce qu'on appelle des PA, anciennement PDP. Vous avez beaucoup dû entendre le terme de PDP, maintenant c'est PA, la bonne terminologie, selon deux flux ou deux volets. Il y a le e-invoicing qui va permettre de recevoir, émettre et suivre le cycle de vie de vos factures dans un format structuré retenu par l'administration. On verra qu'il y a trois formats. Enfin, je ne vais pas forcément détailler ici, mais en gros, vous avez trois formats qui s'appellent la facture X, le format UBL et le C2I. Donc, en gros, on va avoir obligation d'émettre les différentes factures sur ce format et donc de les réceptionner, bien sûr. Et donc, ces transactions concernent les factures nationales, donc le B2B, hein, d'entreprise à entreprise, le B2J, donc d'entreprise vers le gouvernement. Donc ça, c'est pour le e-invoicing. Donc envoyer, recevoir des factures, gérer un cycle de vie sur les factures dans des formats électroniques. Donc ça, c'est le premier flux et le deuxième flux, c'est un e-reporting qui
qui concerne la transmission, pardon, à l'administration fiscale des autres données complémentaires qui vont leur permettre de pré-remplir la déclaration de la TVA. Un peu comme vous avez aujourd'hui votre pré-remplissage de votre feuille, d'imposition, en fait, c'est exactement le même principe. Heu, L'État va pré-remplir votre déclaration de TVA et donc pour ça, ils auront besoin en plus des factures et enfin des factures soumises à TVA qu'on a évoqué sur le e-invoicing. Ils vont avoir besoin de tout ce qui est, transactions internationales, donc le B2B mais à l'international, le B2C pour tout ce qui est lié, à la facturation des différents particuliers et la partie encaissement des prestations de services pour la TVA sur les encaissements. Donc ils vont avoir besoin donc de compléter en fait les informations de la facturation avec un deuxième flux qui s'appelle le e-reporting. Cette obligation donc s'inscrit dans une volonté de moderniser les échanges commerciaux, de lutter contre la fraude de TVA bien entendu et de simplifier les obligations déclaratives. À noter que c'est une réforme qui s'inscrit dans un cadre un peu plus global, hein, puisqu'on doit avoir une réforme, de la facturation électronique qui devait arriver au niveau européen en 2030 normalement. Certains pays y sont déjà passés comme, l'Italie ou, la Belgique un peu plus récemment. Donc voilà, c'est vraiment une mouvance, globale et même, mais de par le monde, vous avez aussi, la réforme qui impacte notamment, certains pays d'Amérique latine. Donc, les bénéfices de cette réforme, donc c'est une opportunité donc pour automatiser la gestion administrative de votre, société, mais plus efficacement avec un certain gain de productivité. Donc on parle sur la gestion administrative de vos différentes factures, hein, puisqu'on va être on doit être en suivi dématérialisé de nos différentes factures. On va, automatiser le suivi, mais des paiements. On va diminuer les risques, mais de facturation, parce qu'on aura moins de factures à la main, hein. Tout va passer par des canaux légaux, structurés, normés. Les circuits de paiement devraient être aussi mais réduits puisque ça va rentrer aussi sur, mais ce processus. Vous aurez des économies bien sûr faites, sur la réception de vos envois, de vos différentes factures, puisqu'on aura moins d'envois mais pas courrier ou autres. Les données accessibles en temps réel, d'accord? Donc ça peut vous aurez un pilotage, le plus efficace, de vos différents flux achat-vente. La réduction des tâches à faible, valeur ajoutée de vos collaborateurs, hein, puisqu'en fait, dès lors qu'on va émettre, les factures, on va pouvoir les recevoir et les intégrer sur les outils comptables notamment et un impact environnemental normalement dû à la dématérialisation. Ça, c'est pour les rappels des petits bénéfices. On a mis un petit schéma, qui nous semblait bien, sur, le qui est concerné, c'est important, donc le B2B domestique, hein, 1re colonne, donc on va avoir tout ce qui est transaction. Donc tout ce qui est facturation, électronique, obligatoire, c'est le premier pavé, donc vous êtes taxable, vous êtes en B2B, vous êtes sur le premier pavé. On parle du e-invoicing ici. Si vous travaillez avec l'international, vos transactions, donc achat-vente, vont passer par du e-reporting et si vous êtes sur des ventes à des particuliers de type caisse ou autre, sur déclaration, agrégées mais qui seront faits en B2C, toujours sur le e-reporting. Concernant la partie déclaration des encaissements, en B2B, on va avoir donc, on aura le cycle de vie de la facture avec un statut encaissé. Pour tout ce qui est B2B international et B2C, on va passer de la même manière cette fois-ci par le e-reporting. D'accord? Le cycle de vie, donc côté B2B, donc on va voir les échanges des factures avec, différents statuts. Est-ce que la facture elle est acceptée? Est-ce qu'elle est encaissée? Est-ce qu'elle est transmise? Côté B2C et B2C, bah, on aura moins enfin les entreprises sont moins mais concernées parce qu'on aura que, des statuts techniques et pareil pour la partie B2C puisque ça concerne surtout le invoicing. Enfin, l'annuaire électronique ne va concerner que, le B2B puisque ça va concerner, le e-invoicing. L'annuaire électronique, c'est l'annuaire qui va nous permettre donc de centraliser les différentes entreprises pour pouvoir réceptionner les factures émises par les différentes, entreprises OPA, donc aux plateformes agréées.
Voilà, donc ça, c'est les obligations de chacun, enfin, en fonction des flux. Un petit point sur les acteurs, on a 2 principaux acteurs. On a le portail public, de facturation qui a un périmètre, restreint. Donc la réforme est en elle bouge tout le temps, hein, donc il faut s'attendre à ce que des dispositions bougent encore, prochainement d'ici la facturation électronique, mais aussi, sur, les années à venir. Initialement, l'État avait prévu que l'ensemble des différentes factures électroniques passeraient par un portail public, par le PPF. Ce système, centralisé avait prévu d'être, la PDP anciennement ou l'APA publique. L'État a revu un peu sa copie, il y a de ça quelque temps. Parce que même si la PPF garde le rôle central de supervision et de collecte des différentes, données fiscales, donc on va bien leur transmettre les différentes, mes informations et donc ils vont récupérer via l'annuaire de l'entreprise tous les flux de factures. Hem, L'annuaire des entreprises, électroniques donc permettra donc d'identifier les émetteurs et les destinataires, en fonction de chaque entreprise, en fonction des PA que vous avez pris. Au 1er septembre 2026, on a l'obligation de s'être inscrit à au moins une PA. D'accord? Vous avez obligation au 1er septembre d'avoir une PA mais d'inscrit sous forme de pénalité, au niveau du gouvernement. Par contre, ce que l'État a abandonné, c'est le fait que les petites entreprises puissent se connecter sur leur portail en direct pour pouvoir faire leurs factures. On sera obligé, quelle que soit la taille de votre entreprise, de passer par une PA. Voilà, ça c'est un peu ce qui avait bougé à l'époque. On a un petit schéma, mais je vais vous l'expliquer peut-être avec un autre schéma qui est, à mon sens, un peu plus clair. Mais en gros, l'État va être un centralisateur, un concentrateur de données. Données qui seront alimentées par les, PA, par les plateformes agréées. Donc les plateformes agréées, donc anciennement PDP, hein, doivent effectuer, elles, avec soin, doivent être sélectionnées avec soin, puisqu'il y a pas mal, d'impact pour vous. Vous pouvez prendre une ou plusieurs PA. Et dès lors que vous êtes assujetti à TVA, donc vous devez déclarer votre TVA au plus tard au 1er septembre 2026, parce qu'on parle de la réception. Les rôles d'une PA, donc la PA, elle a pour objectif de transmettre les facturations électroniques entre les clients et les fournisseurs, de vérifier la conformité à l'un des 3 formats dont je vous ai parlé tout à l'heure, UBL, C2I, FactureX, de contrôler les mentions légales et de rejeter les documents qui ne sont pas conformes. On reparlera du cycle de vie de la facture. En émission, de transmettre les données de transaction à l'administrateur fiscal qui va être notre concentrateur, d'accord? Et les avantages pour les entreprises, eh ben, ça va vous simplifier tous les échanges en B2B et en B2G. Sécuriser vos données parce que tout va être normé, mais structuré de la même manière, donc on aura une traçabilité qui sera beaucoup plus forte. Intégrer facilement, les flux au niveau de vos logiciels comptables, hein, parce que les logiciels, comptables agréés vont pouvoir réceptionner vos factures directement. Il y aura sûrement une phase d'apprentissage, et réduire donc les délais, et les traitements des litiges. Depuis fin décembre, Incept est officiellement immatriculé en tant que PA. Donc ils sont en capacité de, d'émettre et de recevoir, les éléments et de communiquer avec les autres PA, hein. Il y a, je crois, à peu près 115 sociétés qui se sont inscrites, hem et on doit être à une vingtaine seulement qui sont immatriculées à date, PA. Donc il y a quand même un risque que certaines PA se fassent, retoquer, si elles ne sont pas conformes. Bonne nouvelle, c'est que c'est gelé. Je voulais remettre un petit processus global, un petit schéma qui est pas mal parce qu'il nous montre un peu qui fait quoi. Donc à gauche, vous avez l'émetteur, à droite le récepteur. Donc je vous rappelle que, enfin on va parler du calendrier, mais tout le monde doit réceptionner être en capacité de réceptionner des factures au 1er septembre 2026. Donc en bleu, vous avez les factures, B2B, hein, donc l'émetteur va générer sa facture sur une PA. Cette PA, va communiquer avec la PA du récepteur, donc lui va réceptionner sa facture dans sa solution comptable, d'accord?
En bleu avec des petits points là, vous avez, le flux extraction de données. Donc quand vous allez envoyer, quand l'émetteur va envoyer sa facture sur l'APA va envoyer ces informations au concentrateur de données, qui est, la plateforme publique qui va envoyer la donnée à la DGFiP. Donc ça va leur permettre d'avoir tout ce qui est facture taxable, d'accord? Et après, tout ce qui est facture, à l'étranger principalement, tout ce qui va permettre de compléter notamment vos données, de TVA, donc le B2B à l'international et le B2C pour les particuliers. Donc pareil, on va émettre les factures, on va les envoyer sur la PA avec le e-reporting, cette fois-ci pas le e-invoicing, et la PA va communiquer au concentrateur de données qui va envoyer les données à la DGFiP. Et en vert, vous avez les cycles de vie. Donc en fait, il va y avoir en fait il y a que l'émetteur qui va donner via les cycles de vie, qui va transmettre des informations, à la PPF, d'accord? Puisqu'en fait, on va dire comme quoi on a émis la facture et après on va quand ce sera payé mais reçu, on va dire comme quoi mais ça a été payé. Par contre, les PA entre elles vont pas mal communiquer. Puisqu'il y a des échanges pour savoir est-ce que la facture, elle est passée? Est-ce qu'elle est acceptée? Est-ce qu'elle est en litige? Est-ce qu'elle est partiellement payée? Est-ce qu'elle est payée? Et cetera. Donc les flèches vertes, vous voyez, elles sont un peu plus, elles vont un peu mais dans tous les sens. Donc il y a bien un échange entre les PA à ce niveau-là. Ce qu'on appelle le cycle de vie de la facture. Pardon, excusez-moi. L'annuaire concentré, il faut en parler un peu, puis ça va avoir un impact notamment sur Sage. L'annuaire concentré, donc, la réforme nous impose une normalisation de nos différents échanges sur nos transactions via des adresses électroniques qui vont être spécifiques à la réception. Ces adresses, mail électroniques, en fait, c'est ce qui va remplacer la boîte aux lettres, hein, aujourd'hui, enfin, pour ceux qui font encore, des factures papier, on va envoyer ça sur une adresse, on le dépose sur, une boîte aux lettres. Bah, vos adresses électroniques vont être la boîte aux lettres de vos différents PA, c'est-à-dire ça va leur permettre de dire vers qui j'envoie ma facture. Donc elles sont renseignées sur un référentiel qui va être unique, accessible à tous les utilisateurs, d'accord? Et elle sera mise à disposition et maintenue par, l'AIFE, qui va mettre à jour, les différentes PA, agissant pour le compte des clients récepteurs. Donc voilà, donc il y a un portail, d'accès à l'annuaire qui va me communiquer donc avec les finances, publiques, avec différents portails pour ceux qui connaissent, Mecorus Pro, qui était la plateforme, de démat, pour, communiquer avec notamment les collectivités locales, enfin tout ce qui est, sociétés liées, au gouvernement. Et donc, l'annuaire va répertorier tout toutes les sociétés assujetties, d'accord? Ça sera une, base de données qui va être mise à jour tous les 24 heures. Donc en fait, quand vous allez vous inscrire à l'APA, vous allez alimenter cet annuaire centralisé, d'accord? Et cet annuaire centralisé va permettre notamment donc va être communiqué aux différentes PA et va permettre aux PA d'identifier les différentes factures émises ou bien reçues, d'accord? Donc les destinataires de vos factures, sur un assujettissement, communique les adresses électroniques à sa PA et la PA se charge de faire ensuite, de donner les informations, à l'annuaire. D'accord? Donc il y a vraiment une concentration, mais les données dans, dans cet annuaire qui va permettre donc en fait d'échanger, aux différentes sociétés d'échanger entre elles. Je vous ai parlé d'adresses électroniques, donc il y a 4 types d'adresses possibles. Donc en vert, c'est les adresses, on va dire, qui sont fortement conseillées pour toutes les entreprises privées, parce que c'est une notion qui va être importante. C'est l'adresse électronique qui va faire que votre flux va arriver sur la bonne PA, d'accord? Donc sur le bon partenaire. Donc le premier niveau, bien sûr, c'est le sirène, hein, donc niveau entreprise. Donc ça, c'est assez facile puisque ça va concerner la plupart des PME, mes TPE, donc toutes les sociétés qui veulent une seule adresse par défaut. Les cas d'usage, c'est des sociétés qui ont peu de flux ou qui orientent les flux en interne grâce à des champs autres. On peut aller un peu plus loin avec une notion de sirène et de suffixe. C'est-à-dire qu'on va mettre le sirène, donc les 9 premiers
caractères et on va rajouter un code, d'accord? Donc c'est pour notamment les sociétés qui veulent avoir plusieurs PA en réception. On parle bien de la réception ici. Donc pour qui? Donc d'entreprises avec plusieurs PA différentes en réception et qui ont besoin d'isoler certains flux, d'accord? Donc les cas d'usage, j'ai plusieurs PA, je veux isoler mes des flux pour des traitements périodiques, par exemple, et les informations fournies par la facture insuffisante, en interne, ne sont pas suffisantes si on passe uniquement par le sirène. Donc on peut décliner notre sirène en plusieurs, suffixes pour dire ça, c'est pour ma PA1, ma PA7 par exemple et ça, c'est pour ma PA-X. Autre possibilité qui est plus orientée pour les entreprises publiques, mais moins pour les entreprises privées, c'est de travailler sur le sirène SIRET. Donc là, on va identifier l'établissement cette fois-ci et non plus que la société, voire de travailler sur le sirène SIRET routage, un code routage, donc une déclinaison du code SIRET. Donc ça, c'est plutôt pour les entreprises ayant des PA différentes par établissement ou ayant plusieurs établissements à gérer, où le cycle d'adressage est souvent utilisé dans le secteur public parce qu'on a en fait un code routage qui correspond à un code de service. Donc quand, pour les administrations publiques, on doit adresser les factures à certains mes services, il faudra passer par des sirènes, SIRET routage. Donc c'est-à-dire qu'on a des PA différentes selon l'établissement. Donc si vous avez beaucoup d'établissements, vous pouvez malgré tout être dans ce cas-là, parce que si vous avez des établissements, qui sont liés à des activités différentes, vous serez peut-être obligé, mais de faire ce type de flux-là. Donc facturation décentralisée par établissement et souvent une décentralisation au niveau du SIRET avec une précision sur l'orientation de l'entreprise, typiquement un service au travers d'un code routage. Donc ça, c'est des données qu'il va falloir qu'on renseigne, notamment dans notre fiche client pour envoyer les factures au bon endroit. On va en parler après dans Sage, mais de tout ça. Dernier point que je voulais aborder sur les aspects un peu globaux de facturation électronique, je vous fais un peu mais la revue, hein. C'est les cas d'usage. Donc les cas d'usage, on a aujourd'hui 32, enfin 32, n'importe quoi. On avait 36 cas d'usage, ils sont passés à 42. C'est des cas de gestion particuliers que l'administration fiscale a identifiés. Donc il y a des cas d'usage qui touchent quasiment tout le monde, notamment mais sur les cas sur, des notes de frais ou autres et il y a des cas d'usage qui sont très, très particuliers, qui vont toucher que certains secteurs d'activité. Donc il s'agit de traitements de factures assez exceptionnels, enfin ou pas, mais, recensés par l'État afin de proposer un traitement, de ces flux-là, et une approche unifiée. Les plateformes agréées, c'est important, n'ont pas l'obligation de gérer tous les cas d'usage. Donc ça, c'est un point qui est très important, hem, pour vous. Si vous avez enfin, que vous ayez une ou plusieurs PA, c'est de bien identifier vos cas d'usage en interne et vous assurer que votre PA que vous avez choisi va bien les gérer, d'accord? Parce que si vous avez des cas d'usage qui sont spécifiques et que la plateforme, l'APA ne les gère pas, bah, vous pourrez tout simplement pas gérer vos cas et donc vous pourrez tout simplement pas facturer. Donc ça, c'est, assez central, hein, mais comme point. On n'en parle pas assez, mais, c'est vraiment un point qui est, important. Donc la ligne est en cours d'analyse pour apporter des solutions et y répondre selon une roadmap en cours d'élaboration. Donc si on parle de nos éditeurs avec qui on travaille principalement, donc ils sont, Sage et puis Use, les 2 éditeurs ont prévu de normalement répondre à l'intégralité des cas d'usage, mais avec une roadmap qui va s'étaler dans le temps, on n'a pas encore tous les éléments à date, mais ils ont prévu en théorie de faire tous les cas d'usage. De toute façon, si vous avez d'autres PA sur des outils propres, renseignez-vous. Enfin déjà, faites le tour, mais de vos cas d'usage et après vérifiez que la APA que vous avez choisie a bien prévu de gérer ces différents cas d'usage si vous voulez pas avoir de mauvaises surprises. Donc les cas d'usage donc sont, ce que je vous disais, à identifier rapidement au sein de chaque entreprise par le client. Et ensuite, bah, vous pouvez nous les transmettre pour qu'on puisse analyser leur impact dans votre écosystème. Est-ce que vous avez que du Sage? Est-ce que du Sage avec du Use? Est-ce que vous avez une autre solution métier ou autre? Pour qu'on voit un peu comment est-ce qu'on peut s'articuler. Voilà. Côté Apogea, on a dédié nous une équipe interne. On a une équipe experte, facturation électronique, aussi bien dans l'équipe 1000 que l'équipe, des maths. Donc quand je parle de l'équipe,
Démat, je parle de l'équipe qui s'occupe de la SFD, donc la démat de Sage, mais aussi de la démat Use, puisqu'on propose, ces 2 solutions et on a aussi, pour nous aider sur, l'organisation, notamment mais l'assistance de consultants externes, qui nous aident aussi à ce niveau-là. Plus sur les parties, météoriques, et sur la mise en forme. D'ailleurs, si vous êtes un peu perdu sur les solutions par rapport à votre cas ou autre, les commerciaux normalement à disposition mais des documents avec un arbre, de décision. Donc en fait, vous avez un questionnaire où vous dites, ce que vous avez une PA, que vous avez en achat, vente, et cetera et en fait, il y a un arbre de décision qui va vous aiguiller vers quelles sont les bonnes solutions à prendre en fonction, mais de votre cas. Donc ça peut vous aider. Donc ça, c'est l'équipe FE, mais qui l'a mis en place. Elle nous a permis aussi, donc cette équipe, d'acquérir, une première expertise au travers des différents séminaires par Sage, Use et en travaillant avec les supports et en lisant les, différents audits, FE mais chez certains clients, donc plutôt des audits data et maintenant on commence à faire des audits FE purs. Donc ça, c'est depuis septembre 2025 et en 2026, là, on a formé tous les consultants sur la partie, facturation électronique. Donc tous les consultants sont à même de répondre à la plupart des questions que vous pourrez leur poser et s'ils ne savent pas m'y répondre, ils sont en capacité de vous aiguiller soit vers un directeur mais de projet, soit vers un membre de l'équipe FE qui pourra m'y répondre à vos questions de manière plus précise. D'accord? Donc le but, c'est qu'on enrichisse, cette équipe et notre connaissance autour de la facturation électronique tout au long de l'année en fonction des évolutions de Sage, des patchs, des nouveaux cas d'usage, des différents cas clients mais qui arrivent, puisque chaque client, peut avoir ses propres particularités. Voilà et donc on a des domaines, d'expertise sur l'information, sur la compréhension de la réforme, sur les analyses de vos différents besoins, sur l'analyse des cas d'usage qui nous seront soumis et sur les référentiels et les champs obligatoires. D'accord? Donc si vous avez des questions sur n'importe lequel de ces sujets, n'hésitez pas à me revenir vers vous, même s'il y a un consultant qui vient qui a pas toutes les réponses parce qu'il ne fait pas forcément partie de l'équipe, expert et même si l'équipe expert n'a pas mis la réponse, on fera les recherches nécessaires pour, vous aiguiller au mieux et essayer de vous apporter mais les réponses que l'on a, à date, en fonction de votre, écosystème. Côté planning, bon celui-là je pense que tout le monde le connaît, je le rappelle quand même. On a 2 grandes échéances, 1er septembre 2026, 1er septembre 2027. 1er septembre 2026, on est en réception pour tout le monde, d'accord? Puisque les gros faiseurs vont devoir émettre les factures. Donc vos factures Orange, EDF et cetera vont arriver en facturation électronique. Donc tout le monde doit pouvoir réceptionner les factures électroniques au 1er septembre 2026. Donc ça va arriver très, très, très vite. Deuxième point important, si vous êtes dans la grande entreprise ou dans les ETI, vous avez mis des petits encarts en dessous avec, les seuils. Donc c'est soit des notions de effectif chiffre d'affaires ou bien de bilan. En gros, si vous êtes à plus de 250 salariés et au-dessus de 50 millions de chiffre d'affaires, et bien, vous êtes en grande entreprise ou en ETI et donc vous devez aussi émettre les factures au format électronique. Donc ça, c'est important, donc l'un des 3 formats, hein, dont on parlait au 1er septembre 2026. Sinon, si vous êtes plutôt dans la tête TPE, PME, vous pouvez émettre à partir du enfin vous devez émettre, pardon, pas vous pouvez, vous devez émettre à partir du 1er septembre 2027. On parle bien de deadline, hein, d'accord, hein? C'est la date butoir, c'est-à-dire que vous pouvez très bien commencer avant, quelle que soit votre catégorie. Notamment, je pense à l'émission. Si vous êtes par exemple, une PME et que vous êtes prêt, en novembre ou en octobre, n'hésitez pas ou même au premier trimestre 2027, n'hésitez pas à commencer avant pour pas être, dans le dernier wagon, hein. Heu, voilà. Donc ça, c'est un point qui est essentiel, important, voilà. Donc quand on parle d'émissions, c'est, le e-invoicing et le e-reporting, hein. Ce sont les 2 flux, hein, parce que les 2 vont permettre de compléter les déclarations de TVA préamples. Concernant le calendrier des formations et des patchs, on a eu, cette année-là, on a eu un premier patch, enfin, on a eu des patchs sur tout ce
qui est légal pour la TVTS, mais pour la DAS2 et cetera en janvier, donc c'est des patchs, unitaires. On a un gros patch qui arrive là, en février, mais qui sont orientés sur les, clients pilotes, parce qu'on a, un certain nombre de clients pilotes, qui vont démarrer là. Et qui vont en fait qui vont d'ici juin, balayer tous les tests au vu de la facturation électronique. Donc on a un gros patch qui sort en février là-dessus et on va avoir, un patch par mois, qui est prévu pour tout ce qui est, client pilote, et pour tous les clients qui ne sont pas pilotes, donc la majorité, on va avoir une grosse, release qui est prévue, en juin, enfin même fin décembre, a priori. On a mis juin parce qu'en général, c'est juin, mais je pense que Sage a prévu dans sa roadmap, je vous le montre après, mais de le faire fin décembre. Voilà et puis, bah, en septembre, c'est la deadline, hein. On est censé démarrer sur la facturation électronique en réception pour tout le monde, je rappelle, et en émission pour les ETI et grandes entreprises. On aura, ayez bien ça en tête, qu'on va avoir des patchs, je pense, tout au long de l'année, hein. Là, je vous parle des gros patchs, de ceux qu'on connaît, mais il y aura sûrement des ajustements, des correctifs, des ajouts selon comment évolue la réforme et cetera, selon les retours. On va forcément avoir, pas mal de patchs, je pense. Donc peut-être pas trop, pour la majorité des clients, entre janvier et juin, parce que c'est surtout les clients pilotes qui vont avoir, beaucoup mis de mise à jour pour s'adapter en fonction des premiers retours, qui sont faits. Mais on en aura, donc en fait, la release de juin va concentrer un petit peu, tous les patchs qui ont été faits, d'ici là. Mais on aura forcément des ajustements et des patchs, entre juin et septembre et même après. Le plan de livraison de la roadmap de Sage, donc en décembre, on avait eu, des améliorations sur les correctifs de TVA, sur les épurations, sur le Sage Network. En janvier, donc ils ont mis principalement, du légal, hein, avec la TVT avec la TVS pardon, la DAS2, les 10 TVA, quelques connecteurs, des et notamment, mais de nouveaux dashboards sur la validation des commandes achats. En février, c'est ce dont je vous parlais, on a un gros patch qui arrive là sur la phase pilote, d'accord? Donc c'est que pour les clients, test, pilote chez Sage. Donc on doit être, 4 intégrateurs je crois qui avons des clients pilotes donc je vais parler de juin, mais, Sage annonce a priori, mai. La grosse release, de 2026, donc la R1, hein, je vous rappelle par défaut, normalement, on a 2 releases par an, hein, qui sont juin et décembre, donc dans lequel il y aura le e-reporting paiement, le cycle de paiement, les cas d'usage dashboard et les impacts avec les bordereaux de paiement. Minima, bon, on n'a pas, forcément plus de détails à date, mais ça va être une release, importante à faire et surtout la dernière grosse release avant la facturation électronique. Ça, c'est une feuille de route qui date un petit peu, mais le contenu est toujours bon. Donc en 2025, on était sur du lancement de projets avec des audits de facturation électronique et des actions et des analyses, sur les actions à mener. C'est toujours valable, hein, si vous ne l'avez pas fait. Hem, il faut donc bien sûr mettre à jour votre solution, de votre système d'information, que ce soit du Sage ou même vos solutions métiers pour être à jour aux normes. Souscription au module Data Clean et Control, on va en parler un peu plus loin, mais vous savez, c'est un module qui permet notamment de vérifier votre master data qui est livré depuis les premières versions 11 de Sage. Il permet notamment un nettoyage et une mise à jour de vos fiches clients fournisseurs. L'automatisation de votre déclaration de TVA, je rappelle que, avec les données qui vont être envoyées via le niveau SIG et le e-reporting, l'administration va pré-remplir votre déclaration de TVA, mais il faudra que vous soyez en capacité d'aller justifier ce que vous avez envoyé. Donc vous avez fortement intérêt, à avoir un contrôle facile, entre ce que vous avez déclaré, pour pouvoir le justifier, parce que si vous n'êtes pas en automatisme, de TVA, bah, il faudra bien justifier toutes les données que vous avez envoyées à l'administration fiscale. Donc ce sera forcément plus complexe.
Mettre en place donc en 2026, bon en 2026, hein, on va continuer en fait, à mettre à jour les dernières solutions qui ne le sont pas, enfin surtout on va mettre des patchs, hein, parce que la plupart d'entre vous sont déjà en version 11 ou sur le point de l'être. Donc ça, la mise à jour normalement, applicative, on a plutôt bien avancé là-dessus. Par contre, on a forcément pas mal de travail sur la partie patch. Hem, Sur la mise à jour aussi, mais des outils, mais de reporting pour vous aider, à piloter ça et excuse-moi et la mise en place du e-invoicing pour réceptionner nos factures dématérialisées. On va en parler juste après. Donc tout ça, on doit être prêt pour septembre 2026, au moins en réception et en émission pour certains, voire 2027 pour ceux qui sont dans les tranches TPE-PME. Les étapes dans Sage, donc j'ai repris un peu, les fondamentaux et là où nous en sommes dans Sage, donc on a le master data. Le master data, c'est principalement la Bastia, vous l'avez compris, c'est la Bastia qui va me permettre d'alimenter le fameux référentiel et donc d'envoyer mes données. Donc il est très important que votre base tiers soit bien alimentée, soit bien à jour, d'accord? Donc pour ça, nous, c'est la sirétisation, c'est pas facile à dire, de nos fiches tiers qu'on a depuis la version 11 avec le Data Clean et Control, qui a un peu évolué sur les dernières versions, puisqu'on a certains automatismes qu'on n'avait pas à l'époque, comme maintenant l'automatisation des numéros intracom. Hem, c'est le premier point. On a des codes EDI à renseigner aussi au niveau des tables, que ce soit, des types de pièces ou autres. Donc il y a quand même un certain nombre de champs, à renseigner. Enrichir les mentions légales de vos factures. Si vous êtes dans des vieilles versions, attention, il faut mettre à jour, vos documents de facture. Il y a pas mal de champs qui ont été rajoutés. Et enrichir les paramétrages comptables liés à la TVA pour faciliter les contrôles. La mise à jour applicative, j'en ai parlé, mettre à jour vos, versions, applicatives en dernière version, que ce soit Sage ou même vos outils métiers, hein. Si vos outils métiers ne sont pas à jour, il y a de fortes chances qu'ils ne soient pas compatibles non plus. En fait, la dernière version, on est en version 11 R2 2025, hein, il y a, je vous rappelle 2 millésimes par année, enfin 2 releases, excusez-moi, par année millésimée. Donc là, vous pouvez être en retard, même si vous êtes en V11, il y a pas mal de clients qui du coup, bah, les premières migrations, ils sont en R1 2024, R2 mai 2024 et cetera. Donc il faudra prévoir au moins de faire la release 2026. On a un portail, client pour la FE qui s'appelle le Sage Connect, qui est en fait le portail de communication pour faire le lien avec l'API de Sage qui s'appelle, le Sage Network. J'en parlerai un petit peu plus tard. Calcul de TVA, donc s'assurer de l'automatisation de la calcul de TVA, ça, j'en ai déjà parlé. Pour votre piste, d'audit, là aussi, on met en place et on a fait pas mal, d'audits de TVA. On a fait des actions de déploiement mais TVA pour automatiser au mieux la TVA dans Sedge. Donc c'est toujours mais des actions qui restent à mener et qui vous permettent de sécuriser vos flux. En point 4, on a bien sûr le choix de la PA, donc s'inscrire à la PA de Sedge ou au moins à une PA, avant le 1er septembre 2026 sous peine d'amende. Recenser toutes les sources de facturation telles qu'elles soient et s'assurer qu'elles soient bien mécouvertes par une PA, hein. Faire la chasse, vous savez, aux petites facturations qu'on peut faire, papier, Excel, Word ou autre. Parce que tout ce qui est soumis à TVA devra passer par une PA. D'accord? Donc attention notamment typiquement aux flux intragroupe, qui sont un peu gérés souvent, de manière entre guillemets «artisanale». Donc ça, c'est important de bien faire la chasse à toute votre facturation et s'assurer que vous avez une solution de PA là-dessus et identifier les fameux cas d'usage dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, les règles un peu spécifiques, quelles sont celles qui vous concernent et comment est-ce que j'apporte, les solutions dans Sage. Petit focus donc sur les mises à jour applicatives, hein, donc, version électronique, c'est depuis la version 11. Je vous ai remis un peu, la roadmap, pas encore mis joint. J'attends un petit peu, mais voilà, donc on a le Sage Network. En fait, le Sage Network, c'est la boîte noire, c'est l'API de Sage. On sera pas obligé forcément, logiciellement de passer par l'API de Sage puisque c'est les outils de Sage qui vont communiquer avec directement, l'API de Sage qui s'appelle le Sage, Network. Mais c'est en fait, c'est la boîte noire qui va permettre de communiquer avec, les autres PA.
Voilà, donc là, on a un petit escalier avec toutes les mises à jour. Il sera important, en tout cas, de bien être en dernière mise à jour, en dernière release pour la facturation électronique. Donc ces releases, hein, il y en a 2 par an. Nous, on estimait jusqu'à maintenant qu'il fallait faire à peu près une release par an, que c'était pas nécessaire forcément de faire les 2. Cette année, il faudra faire celle de 2026, ça c'est sûr, et on aura sûrement d'autres patchs en plus, qui vont arriver, correctifs, additifs ou autres. Voilà un petit peu, un point qui est important sur la mise à jour applicative et sur la mise à jour des patchs. Le data clean et control, donc c'est, pour rappel, c'est une option qui est apparue sur la V11, option un peu obligatoire parce que ça, je conseille très fortement de le faire et normalement, nos équipes aussi. Donc il permet de contrôler la qualité de vos données, donc les clients, les fournisseurs, les paramètres, mes sociétés. Le but, c'est d'identifier les informations qui manquent, les incohérences sur la TVA, sur le code pays et générer des alertes ou des propositions de correction. Il permet notamment de valider tous vos numéros de sirène et de TVA, de mettre à jour les données incomplètes ou incorrectes et de réconcilier et de corriger d'éventuels doublons de tiers basés sur le numéro de SIRET, hein. Si vous ne mettez pas le SIRET, il ne verra pas les doublons, mais comme vous devez compléter mais les sirettes, il fait des contrôles, de présence ou d'absence de sirette d'ailleurs et de doublons sur les sirettes. Vous avez la possibilité d'ailleurs là-dessus d'accepter, hein, de dire: «Oui, j'accepte le doublon parce que c'est lié à mon activité», hein. Si par exemple, j'ai un outil métier de vente qui m'envoie, une fiche client différente par société, même si c'est le même client en réel, mais j'ai des codifications avec le code de la société et le client. À ce moment-là, vous avez des doublons entre guillemets «naturels». Ça vous oblige à faire une double gestion, de votre référentiel, mais voilà, ça peut être accepté. L'essentiel, en fait, c'est que la fiche soit bien renseignée pour envoyer la bonne formation, pour que la facturation électronique parte sur la bonne paire, en fait. C'est ça le but, hein. Et la conformité à facturation, électronique, donc préparer la base de données, être, conforme aux normes, s'assurer que les factures émises ou reçues respectent bien les critères et éviter les rejets, en fait, hein. Parce qu'un des risques de la facturation électronique, c'est les rejets. C'est-à-dire que si vous générez des factures qui ne sont pas conformes, parce qu'elles ne sont pas au format ou autre, vous aurez des rejets et donc plus de flux de factures à refaire. Si on a à faire des avoirs, il faudra régénérer des factures et cetera. Donc on peut avoir une augmentation, mais des flux par rapport à un procé dans un premier temps, par rapport au processus qu'on a aujourd'hui. Comment ça fonctionne? Dans Selgmill, donc l'outil intègre des processus, surveiller, analyser la base de tiers, proposer des corrections, intégrer des contrôles sur des routines, sur des traitements comptables, donc avec des assistants dédiés, en fait, où vous avez toute une liste de codes, EDI à mettre à jour, donc sur des unités, sur des frais facturables. Donc ça, c'est plutôt pour les clients qui ont normalement ce qu'on appelle PO, un processus opérationnel pour la partie achat-vente. Vous avez toute la partie tiers, avec les tiers sans pays, sans NIC, à qualifier dans une zone supplémentaire dans la fichière qui permet de savoir s'il est assujetti ou pas à la TVA. Est-ce qu'ils ont un numéro d'intracom, valide qu'on peut calculer de manière automatique aujourd'hui? Pas mal de nouveaux champs qui sont arrivés, mais ça normalement vous êtes à peu près au courant. Tu êtes passé en V1, vous avez dû normalement avoir une formation sur la facture sur le data clean et contrôle. Mais ça fait partie des outils de Sage, donc est-ce que le tiers il est actif? Est-ce qu'il est conforme FE? Est-ce qu'il a un numéro de SIRET? Est-ce qu'il a sa catégorie de facturation pour dire assujetti ou pas? Est-ce qu'il a je mets son statut vu qu'il est lié à son numéro intracom? Voilà, pas mal de nouveaux champs sur la fiche tiers. Donc ça, c'est les champs liés, au mot data clean et contrôle. Il y a pas mal de champs obligatoires à renseigner, hein, donc sur les champs clients, et fournisseurs, vous allez renseigner le type de tiers, le pays, l'adresse, le SIREN, SIRET, les numéros intracom, obligatoires si assujettis avec un format cohérent avec le pays. Là, il y a eu des automatismes aussi pour mettre à jour, la base, numéro intracom aussi bien sur les comptes, France que sur les autres pays européens. Ça, c'est dans les dernières nouveautés. Les données de facturation, la devise, le mode de règlement, les conditions, le compte collectif, le code de TVA par défaut. La facturation électronique avec la catégorie des tiers, donc assujettis ou pas, le pays cohérent avec la TVA, j'en ai parlé et le statut conforme au data clean et contrôle pour pouvoir être identifié par l'annuaire global.
Et enfin des données comptables, ça c'est pour le déversement plutôt, mais comptable, mais des flux. Quand on va être en réception, le compte collectif, mode de règlement, les conditions, les devises et l'IBAN pardon et le BIC. Toujours sur la fiche tiers, on a des nouveaux champs pour justement la facturation électronique. Donc ça, c'est lié à la toute dernière release, la R2 2025, où on a rajouté la possibilité sur les sociétés de gérer la facturation électronique en réception ou en émission, d'accord? Selon notre cas, hein, si par exemple, c'est pas Sage qui fait mais la réception, bah, je vais pas cocher la case. Par contre, si c'est Sage qui le fait, je vais bien cocher cette case-là. Et donc on va retrouver ici dans la liste des adresses, vous voyez la liste avec l'adresse électronique, sirène, SIRET, suffixe, routage, où là vous allez voir que, bah, sirène, on met le sirène, donc les 9 premiers caractères. Le SIRET, c'est au code établissement, on rajoute, mais le numéro de NIC sur 5 caractères et si vous êtes en suffixe, donc là on est sur sirène plus le suffixe. C'est-à-dire qu'on va envoyer à la société en global, mais sur un service spécifique, typiquement à l'ADV ici, d'accord? Donc c'est destiné à la réception, d'accord? C'est-à-dire que j'émets ma facture, je mets, une adresse et donc je vais pouvoir en réception récupérer ces flux. La fichière, elle évolue aussi puisque du coup, comme on va devoir adresser la bonne, heu, un peu mes doublons ce que je dis, mais la bonne adresse, pour identifier la bonne PA, de nos différents partenaires, il va falloir donc renseigner, hem, la bonne adresse de facturation sur nos fiches clients. D'accord? Donc là aussi, on aura, une date, d'annuaire. On va retrouver donc les différentes catégories dont je vous disais, sirène, sirène plus suffixe, SIRET et code routage. Donc en fonction de ça, bah, dans les fichiers, vous allez pouvoir, alimenter ces différentes adresses. Alors aujourd'hui, je ne sais pas vous dire si on a un outil d'automatisme pour alimenter la base tiers en automatique. Aujourd'hui, on est un peu comme avant. Si vous avez un fournisseur mais qui changeait d'adresse, il vous envoie un courrier, il dit: «Monsieur, vous trouverez les changements d'adresse, veuillez facturer à la nouvelle adresse» et cetera. Bon, pour l'instant, c'est un peu ce qu'on a. C'est à pas grand-chose. On espère qu'on aura, notamment via le data cleaning control prochainement, un moyen soit d'exporter, soit de récupérer, les adresses électroniques, pour pouvoir les intégrer dans Sage directement. Mais c'est cette adresse-là, c'est important, qui va nous permettre d'envoyer les factures pour ceux qui sont en émission, hein, d'accord? On compare bien des sociétés ici qui vont devoir émettre, donc les grandes entreprises et les ETI qui vont devoir émettre au 1er septembre 2026. On aura besoin des adresses électroniques pour ce faire, d'accord? Et pour les autres, ce sera 1er septembre 2027, donc il faut quand même s'en occuper, enfin commencer à y réfléchir. Et donc ces adresses-là, notamment si vous avez la partie vente, hein, parce qu'on parle de l'émission ici. Donc l'émission, quand on est dans Sage, si on fait des missions, on sait qu'on est a priori avec, le module PO, processus opérationnel côté vente. Et donc côté vente, en fait, vous allez récupérer au niveau de vos documents, hem, ici, vous allez retrouver un onglet qui s'appelle, facturation électronique dans lequel on va retrouver l'adresse électronique. Donc là, on est sur un code SIRET avec routage. Où on va renseigner donc, le type de flux, le dépôt et cetera. Toujours par rapport au tiers, vous avez des nouveaux tableaux de bord. Alors il y en a eu plusieurs selon les versions. Donc on a un tableau de bord de conformité FE qui reprend un petit peu, toutes les contrôles qui sont faits par l'outil, aussi bien sur les catégories que sur les tiers, donc avec des petits diagrammes, des petites, fenêtres qui vous disent combien de cas vous avez qui sont KO. Avec, un listing global et vous avez des actions rapides qui vont vous permettre d'aller, par exemple, qualifier les tiers assujettis avec la TVA comme étant assujettis à TVA. Donc en gros, tous ceux qui ont numéro intracommunautaire, de TVA, il va cocher par défaut, pouf, comme quoi ils sont assujettis pour faire gagner du temps sur un certain nombre de traitements. Également un tableau de bord sur la gestion des doublons, qui va vous permettre donc ça, c'est un focus tiers sur, les doublons où l'autre c'était à peu près tous les contrôles du data clean et control où là vous pouvez voir les tiers actifs, inactifs, qui ont des doublons
ou pas. Donc là, en fait, on est sur une recherche. Vous voyez que là, sur l'écran, j'ai 2 sirènes, pardon, avec à l'intérieur 3 tiers qui ont, enfin 3 fiches à chaque fois qui ont des doublons. D'accord? Bah, vous avez la possibilité de voir les soldes des tiers et vous pouvez accepter les doublons ou pas. En gros, est-ce que c'est un vrai doublon ou est-ce que c'est un doublon, normal? Ça, c'est lié à votre processus ou à vos outils, métiers. Petit rappel sur l'environnement Sage pour les flux achats et on fera les ventes après. Donc le schéma traditionnel, excuse-moi la fiche n'est pas complètement à jour, c'est PDP, maintenant c'est PA. Mais mon fournisseur, il va émettre sa facture, il va la poser sur sa PDP. En gris, on a mis Sage Network, donc c'est la boîte noire, hein, c'est transparent, mais c'est la boîte noire de la PA de Sage. Vous allez réceptionner ces factures, d'accord? Alors vous avez 2 choix, hein, donc vous allez réceptionner ces factures sur la PA Sage, d'accord? Hein, c'est le e-invoicing, vous allez me récupérer ici. Donc en traitement standard, on est dans le cas où j'ai pas d'outil de démat. Quand j'ai que Sage Compta, donc l'APA de Sage, donc j'ai déclaré Sage comme étant ma PA, je reçois mes factures directement sur l'APA et en fait, on va les transmettre dans la comptabilité Sage au travers des documents comptables. J'en reparle un petit peu plus loin. Les documents comptables, pour ceux qui connaissent pas, c'est une fonctionnalité qui existe depuis un certain temps qui permettait de faire de la petite facturation dans Sage avec un aspect très, très comptable. Donc Sage s'est appuyé sur cette fonctionnalité pour, en fait, traduire les factures, électroniques qu'on va recevoir, pour les traduire en documents comptables pour permettre la comptabilisation dans Sage. Donc ça, c'est le traitement standard. Pour ceux qui ont un outil de démat, donc là, on est dans le cas de SFD qui est l'outil, de dématérialisation de Sage et ben, on va pouvoir tout simplement réceptionner les factures en automatique en API de l'APA de Sage. La SFD va identifier ces factures comme étant des facturations électroniques, va vous proposer en plus des notions de circuit de validation, de bons à payer, et cetera, au travers de différents workflows et vont descendre l'information dans Sage, soit en facture directement, si on fait que, la gestion des factures, de frais généraux, par exemple, soit si on a le module PA achat, enfin PO achat, donc gestion de des achats dans Sage avec les bons de commande, va faire du rapprochement commande, facture pour que derrière ce soit la facture d'achat dans Sage qui comptabilise l'écriture comptable. À noter que la SFD, c'est aussi se brancher avec des outils métiers qui ne sont pas Sage, sur la gestion des commandes achats. Et par contre, tout ce qui est facture internationale, donc toutes les factures qui ne sont pas en e-invoicing, elles vont continuer par le fournisseur de transiter de manière traditionnelle et pour être intégrées comme un PDF classique avec votre solution de démat ou saisie à la main dans votre solution comptable si vous n'avez pas de solution de démat. Donc là, la solution de démat, hein, j'ai mis Sage, mais ça pourrait être un Use, ça pourrait être un autre concurrent mais du marché dès lors que il sait communiquer, en avec enfin qu'il est PA quoi, hein, et qui saura réceptionner les factures de vos fournisseurs. Ça, c'est pour la partie achat, donc en réception qui concerne tout le monde, à partir du 1er septembre 2026. Là, le cas que j'évoque, c'est l'émission des factures, on parle des ventes, donc uniquement pour ceux qui sont concernés, donc, grandes entreprises ETI au 1er septembre 2026, sinon c'est 1er septembre 2027. Donc là, bah, cas classique, je fais ma facturation dans Sage, j'ai le module de vente, donc j'ai mis mes factures, elles sont conformes en dernière version. Naturellement, je communique avec l'APA de Sage dès lors que ma facture elle est validée. L'APA de Sage envoie la facture déjà à l'administration publique au travers de Sage Network, hein, puisqu'on est sur le e-invoicing, donc j'envoie bien mon information à l'APA, enfin à la PPF, au concentrateur de données qu'il envoie à la DGFiP. Et derrière, l'APA de Sage je communique avec l'APA du client qui envoie l'information du client qui lui donc réceptionne sa facture et il y a aussi le Sage Connect qui est le portail collaboratif de Sage qui peut permettre au client de se connecter, de voir les factures qu'on a émises pour lui avec leur cycle de vie. Ça, c'est le premier cas, le plus facile. Le deuxième cas, vous avez une solution qui n'est pas Sage, une solution métier qui fait vos ventes et qui n'est pas PA, hein. Si elle est PA,
pas de souci. Votre solution de vente qui est PA va communiquer cette fois-ci directement, on va envoyer les factures à votre PA. Sa PA va communiquer, avec la PA du client et on est sur le même processus. C'est pas Sage qui fait le job. Si par contre votre solution n'est pas partenaire agréé, vous avez plusieurs choix, soit vous envoyez la solution vous envoyez les factures ou les commandes, sur Sage 1000 si vous avez la partie vente et vous retombez dans le cercle vertueux de Sage. Soit vous avez la solution, vous avez la SFD où vous prenez la SFD côté vente là qui va sortir, très prochainement. Ils sont en train de finaliser les tests, et donc vous pouvez envoyer du CSV, du PPF, du PDF et donc la solution de vente va capturer les éléments. Vous allez devoir enrichir les données, hein, parce que forcément, comme vous allez envoyer des données qui ne sont pas normées, il va vous manquer des informations. Il y a plus de 85 champs obligatoires, donc soyez certain qu'il y aura de la complétude de données à faire. Par contre, l'avantage, c'est que la SFD va vous traduire votre PDF en document, hem dans l'un des formats électroniques. Sage passe par le format UBL, va la transmettre à la PA de Sage et après la PA de Sage communique avec les autres PA et cetera et cetera. Dernier cas, alors là j'ai mis Sage, ça peut être un autre outil, hein, Use sera faire à peu près la même chose. Hem, j'ai pas d'outil démat. D'accord, ma solution de facturation n'est pas Sage. Par contre, elle est en capacité de générer l'un des 3 formats, FactureX, C2I ou l'UBL. Elle pourra passer par l'API publique de Sage pour envoyer ses factures et donc, à ce moment-là, c'est la PA de Sage qui réceptionnera ces factures parce qu'elles sont au bon format, les enverra au PPF à l'administration fiscale et communiquera avec la PA du client. Donc c'est une autre solution. Juste pour info, si vous passez par ce flux-là, on parlera un peu de tarification, mais la tarification est un peu différente que si vous êtes inclus dans un cycle Sage. Ça j'ai déjà montré. Les documents comptables, donc ça c'est dans le cas où, je suis en réception de facture, d'accord, côté achat et j'ai que Sage Compta. J'ai pas d'outil de démat. Donc, c'est les documents comptables qui vont nous permettre donc d'utiliser l'API de Sage pour réceptionner les factures d'achat dématérialisées et de les comptabiliser dans Sage pour les clients n'ayant pas de logiciel PO achat ou de solution de démat. Ces factures donc, auront un statut quand on va les réceptionner de comptabilité, contrairement à celles qui viennent par exemple, du processus opérationnel pour la partie achat. Donc on a un petit dashboard qui va nous permettre de suivre ces différentes factures. Et l'intégration en fait, elle va se faire comment? Et ben, ça va se faire en fait, la facturation électronique en comptabilité va aboutir à la création d'un document comptable, d'accord? Mais de facturation. Les données du document, mes factures donc, qui ne sont pas présentes dans le fichier de dématérialisation comme, le journal, le type de pièce, le compte TTC, le compte général, le profil mais de TVA. Tout ça, c'est des choses qui par défaut ne sont pas présentes dans la facturation électronique, puisque c'est des données comptables, c'est pas des données mais de facturation. Et ben, elles seront alimentées avec un mode d'apprentissage. En gros, la première facture que vous allez voir sur un fournisseur, il faudra lui dire, et ben, c'est quoi mon compte général, c'est quoi mon profil de TVA, c'est quoi mon type de pièce, c'est quoi mon journal. Et après, il va être en mode apprentissage, c'est-à-dire il va rechercher un document semblable, d'accord? Donc, il va chercher le dernier document créé avec la même, nature, mais commerciale, le même type de document, le même émetteur, le même établissement facturé, le même produit. Donc tout ça, c'est des données qui sont présentes dans la facturation électronique. Donc il va lire les dernières informations qu'il a pour ce tiers-là et il va reprendre les informations, journal, type de pièce, compte général, profil de TVA que vous aviez renseigné. Et donc comme ça, il va apprendre à pré-remplir. Ça ne vous empêchera pas de remodifier, hein, mais en fait, en fonction du dernier document, il va pré-remplir ces différentes informations-là. Attention, il n'y aura pas de multiventilation analytique. Là, il faudra passer plutôt par des solutions de démat de type SFD et vous aurez une gestion d'erreur qui se fera par des messages qui vous diront, donc là, c'est un écran avec, toutes les factures en mes reçus et avec les messages, d'erreur qui sont, gérés en bas. Donc c'est les documents comptables qui vont permettre de gérer ce flux-là. Côté
côté Sage Network, donc Sage Network, je vous dis, hein, c'est la PA de Sage, hein, c'est une boîte noire en fait, hein, qui en fait, fait le lien avec les autres PA et qui va communiquer avec l'administration fiscale et qui est une solution qui est commune avec toutes les solutions Sage, Link100, X3, 1000 et cetera. Donc là, ça reprend un peu les schémas, dont on a parlé, donc je vais pas revenir dessus. Je voulais parler un petit peu de l'abonnement de Sage. Sage Network, intègre dans votre abonnement Sage 1000, jusqu'à 60 000 factures. Donc c'est toute société confondue achat-vente, hein. Ah, attention, donc ça fait 5 000 factures par mois, donc 60 000 factures par année. Donc si vous passez par la SFD, si vous passez par de la vente, si vous passez par de la réception, tout ça, c'est inclus avec ce nombre de volumétrie. Après, il y a des packs, en fait, jusqu'à, 5 000 factures et plus, et après vous êtes, je crois, de l'ordre de 5 centimes de la facture à peu près. Voilà. Par contre, si vous êtes sur un circuit, genre j'ai une solution qui est pas Sage, qui génère quand même un format électronique que j'intègre dans l'APA de Sage, là, c'est une autre facturation parce que c'est pas inclus dans votre abonnement, c'est pas du Sage, si vous voulez. Mais au moins, la première volumétrie de Sage est bien inclus dedans. On a des tableaux, mais d'activités aussi qui vont nous permettre de faire le lien entre le e-voicing, le e-reporting et le Sage Connect. Heu, voilà, donc ça c'est pareil, ça c'est quand on est en mode web, vous avez des suivis, le suivi, mais des factures avec les transactions, avec à droite les différents statuts, mais des factures. Est-ce que c'est pris en charge, mais déposé, accepté par Sage? Un tableau de bord aussi qui va vous permettre pour tout ce qui est émission de suivre, tout ce qui est facturation avec avec, un lien vers le PDF directement, enfin vers le document. Voilà, j'accélère un peu parce qu'il est déjà 30. En annexe, je vous ai mis quelques définitions, facturation, la PA, la PPF, la PDP, anciennement PA, les différents cas d'usage également. Donc j'ai mis tout un tas de docs, hein, que vous retrouvez, que vous pourrez me retrouver ici sur des définitions types. Je vous ai mis également les différents cas d'usage, avec, côté Sage, hein, comment est-ce que ça va fonctionner. Donc les 36 qu'on avait initialement, ici j'ai rajouté les 6 derniers, on est à 42. Voilà, donc vous voyez, vous avez mis des cas comme, du multivendeur, des soulignements mais de factures, des sociétés, de participation. Vous avez les notes, mais d'auteurs, vous avez la gestion des notes de restaurant, donc ça va toucher pas mal, de personnes. Vous avez les tickets de péage qui vont toucher aussi la plupart, mais des entreprises. Vous avez mais les arts, enfin voilà, vous avez différents cas, et donc ce qui est important pour vous, c'est de bien identifier les cas qui vous concernent, pour savoir si l'APA que vous avez choisi, là où les PA, sont concernés par ce cas d'usage, et si oui, est-ce qu'elles savent y répondre ou pas? Très vite, ça je vous avais fait un tableau avec toutes les web démos de l'année dernière, et cette année, je voulais vous parler, certains ont dû la voir, la SCB va arriver, en fin de vie, donc au 1er janvier 2027, elle passe en support, produit ESP. Ça veut dire qu'il y aura une majoration sur votre contrat, si vous êtes toujours sur SCB, parce que la SCB ne répondra pas aux nouvelles normes bancaires. Donc il y a un nouveau produit qui s'appelle SFCB, qui est arrivé, donc ça va faire partie des sujets. Alors le timing est un peu mauvais, hein, ça tombe un peu en même temps que la facturation électronique, c'est pas top. On espérait que ça arrive un peu plus tard, mais ça arrive là. Vous allez recevoir un courrier pour ceux qu'on a comme banque Sage. Donc voilà, on fait un atelier là-dessus et vous parler un peu des futures mes projections de ce produit-là, et quelle sauce est-ce qu'on va être mangé sur la partie bancaire. En mars, on va parler, des nouveautés de la démat, notamment plutôt sur la partie, dématérialisation Sage, donc SFD, je vais y arriver, et la GED. En avril, on reparle de nos outils Apogea, hein, c'est nos outils un peu spécifiques pour gérer des cas particuliers, les fusions, heu, les, les écritures, bancaires, mais le parallèle avec les fichiers Excel, et cetera. Un petit Rex en mois de mai, puisqu'on aura eu pas mal normalement de retours clients de nos clients pilotes. Donc là, on y verra vraiment plus clair. On sera vraiment, dans les starting blocks, et on parlera sûrement de la grosse release qui va arriver, dont on présentera les nouveautés normalement en juin. Celle-là, ne la ratez pas. Voilà, et donc après, bah, à partir de septembre, on va parler de nos premiers pas en réel sur la facturation électronique.
Là, on sera dedans jusqu'au cou. Et voilà, et en septembre, on fera aussi une petite passe sur, Invoque pour la fiscalité pour préparer la campagne fiscale et les proxydés, comme d'habitude au mois d'octobre où on vous invite à venir nous voir et on verra les autres nouveautés, à finir, ce qu'on fera en novembre et en décembre, a priori, une release également si Sage maintient son planning. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu long. Questions-réponses, c'est à vous. On vous laisse la parole. Merci beaucoup Vincent, je vois qu'il n'y a pas de questions. Et comme on a dépassé et qu'il y a des webinaires juste ensuite, je j'invite tous les participants, si vous avez, des questions sur ce que vous, venez d'entendre ou éventuellement des questions sur la réforme, hésitez pas à vous rapprocher de vos ingénieurs, commerciaux. Ils seront à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Vous allez recevoir en début d'après-midi également un email, avec, du coup le replay et également, le support de présentation. Hem, voilà, là, je vois qu'il y a pas de questions qui arrivent non plus dans le chat, donc Ouais, je pense qu'on j'étais va trop long. clore le on va C'était un clore le petit peu long. webinaire et merci beaucoup, Vincent pour l'animation. Merci à tous de votre participation, d'être venus et puis bon courage à tous et à très vite sur la ligne 1000. Très bonne journée. Merci Jessica. Bonne Bonne journée journée. également. Salut Vincent. Au revoir.